présentons pour notre part le service de santé au travail d'AST25. Merci Marie. Donc, siège d'AST25 qui est basé dans le Doubs à Besançon. Donc, nous avons décidé de vous présenter la prévention des addictions en entreprise. Donc, pour ma part, je suis Marlène Petit-Cuneau, je suis infirmière de santé au travail et donc je suis accompagnée du docteur Dubier qui est médecin du travail à AST25. Donc, vous n'hésitez pas à chatter, je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Alors, je sais pas, petit truc, hop. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, la présentation sera composée de 3 parties. La première partie concernera donc les généralités sur les substances psychoactives, les petits rappels. La deuxième partie, ça sera plus sur les conséquences possibles des consommations en milieu professionnel. Et on finira par les démarches de prévention qui peuvent être appliquées en entreprise. Donc, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà connectés, l'ensemble des supports présentés vous sera transmis par mail dès la fin du webinaire. Donc, il y aura un replay et la présentation. Donc, comme j'ai déjà un petit peu dit, mais je redis, compte tenu du nombre de participants, donc, faut poser vos questions uniquement par écrit. À tout moment, donc, sur le chat, donc la petite case en bas à droite de votre écran, vous n'avez pas besoin d'activer votre webcam ou votre micro. Pour nous, le temps des questions-réponses se fera après présentation de chaque partie. Moi, je vais commencer la première partie et à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, vous les posez par écrit sur le chat. Nous vous remercions pour votre participation. Pour notre part, c'est notre premier webinaire, donc voilà. Et vous souhaitons un bon webinaire. Donc, généralité sur les substances psychoactives et les addictions. Alors, une substance psychoactive, donc ça peut être un produit légal ou illégal, donc ça peut être par exemple le tabac, l'alcool, qui agira sur le cerveau et qui va procurer du plaisir. Ensuite, je n'entends rien, est-ce normal? Ah, alors, ça doit peut-être… alors, j'arrête 2 secondes, mais ceux qui n'entendent pas, il y a peut-être un souci, il faut bien ouvrir avec Google Chrome les liens. C'est peut-être ça qui fait que ça vous embête. Voilà, donc les substances, voilà, comme j'ai dit, produits légaux ou illégaux qui agissent sur le cerveau et qui procurent du plaisir. Donc après, le risque, c'est qu'il y ait une augmentation progressive des doses et des fréquences de prise pour retrouver cette sensation de plaisir. Cette substance psychoactive, elle agit vraiment au niveau du centre de la récompense du cerveau. Par contre, le risque, c'est vraiment l'addiction, ce qui veut dire que c'est une impossibilité répétée de contrôler cette consommation malgré les conséquences négatives. Il existe aussi des addictions sans substance, telles que les écrans, le sport, le travail, le sexe. Et par contre, l'addiction, là, c'est une maladie qui nécessite des soins. Quelques chiffres. Donc, chez les jeunes comme chez les adultes, les 3 produits les plus consommés sont l'alcool, le tabac et le cannabis. Un peu plus d'un quart des adultes fument quotidiennement et 10% des adultes boivent quotidiennement de l'alcool. Les points positifs, c'est qu'il y a quand même une baisse sensible de la consommation de tabac chez les jeunes depuis 2014, ce qui fait suite un petit peu à toutes les mesures anti-tabac qui ont été mises en place, les mesures, une meilleure prévention, notamment le paquet neutre, l'augmentation du prix du tabac, les avertissements sur les paquets avec des photos, souvent choquantes entre guillemets. Chez les adultes, la baisse de la consommation de tabac, elle est plutôt depuis 2016. Alors là, c'est ce qui correspond un petit peu au départ du mois sans tabac. La baisse régulière des ventes d'alcool depuis 50 ans, on boit beaucoup moins de vin et beaucoup plus de bière, d'alcool fort. Et aussi, point positif, une baisse des alcoolisations massives chez les jeunes, ce qu'on appelle aussi binge drinking, ce qui veut dire en fait le fait de s'alcooliser très vite et en pas longtemps pour avoir des effets rapides, quoi.
Encore un petit peu de chiffres. Donc, un Français sur 10 a consommé des anxiolytiques au cours de l'année. Il faut savoir que les psychotropes sont 2 fois plus utilisés par les femmes. Les substances illicites, ben, le premier, c'est le cannabis. Ensuite vient la cocaïne et l'ecstasy. Ça, c'est pour les adultes. Chez les 18-25 ans, toujours le cannabis en premier. Par contre, en deuxième, c'est l'ecstasy, ou ce qu'on appelle aussi MDMA. Si c'est un sujet où vous voulez un petit peu plus d'infos, moi, je trouve qu'il y a un témoignage vraiment poignant d'un père de famille qui est urgentiste, qui a perdu son fils. C'est sur Doctissimo. Voilà. Ce qu'il explique bien, c'est que lui, pourtant étant médecin, ne savait pas qu'une dose d'ecstasy peut être fatale. Vraiment, regardez-le, il est vraiment chouette ce témoignage. Et que ça se démocratise puisque c'est très abordable au niveau de la consommation d'ecstasy. Et élément nouveau, en juin 2018, l'OMS a reconnu comme maladie de l'addiction le trouble du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, on fait un petit point, on se focalise un peu plus sur 2 produits qui sont l'alcool et le cannabis. Alors, au niveau des chiffres de l'alcool, c'est quand même la première cause d'accident de la route. On sait qu'on multiplie déjà par 2 son risque d'être responsable d'un accident mortel dès 0,5 g par litre de sang. C'est la deuxième cause d'accident mortel, la première cause étant la vitesse. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Ça représente 10 à 20 % des accidents du travail et ça totalise 41 000 décès par an. Pour avoir en comparatif, le tabac, c'est 73 000 décès par an. Donc, les effets à court terme. Une consommation d'alcool peut procurer une sensation de détente, d'euphorie, d'excitation. Ça permet un peu de se désinhiber quand on est un petit peu timide. Une diminution des réflexes. Plus on monte les doses, ben là, on peut arriver à l'ivresse avec des mouvements complètement incoordonnés, une élocution troublée, des diminutions des réflexes et de la vigilance, et un peu d'état de somnolence. On augmente encore les doses, on arrive à des doses plus fortes qui peuvent entraîner là des pertes de mémoire sur une soirée, c'est le trou noir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à très forte dose, la somnolence peut aller jusqu'au coma éthylique. Attention, là, c'est une urgence médicale qui peut entraîner le décès en l'absence de soins. Dans ces moments-là, on ne laisse jamais la personne toute seule. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une variabilité chez les consommateurs, une différence de sexe si on a un homme ou une femme, de poids. L'état de santé va jouer aussi sur l'effet de l'alcoolémie, la vitesse de consommation et si il a été pris également des médicaments. Les effets à plus long terme, sur le système cardiovasculaire, ça peut provoquer des hypertensions artérielles, des accidents vasculaires cérébraux avec des troubles du rythme. Sur le foie, on connaît la cirrhose alcoolique, sur le système digestif, sur le cerveau, ça peut faire des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, une modification de l'humeur, des dépressions. Et ça a un risque majoré de cancer, même à faible dose, notamment les cancers des voies aérodigestifs supérieures, de l'estomac, du foie, du sein et le cancer colorectal. Voilà, l'alcool est responsable de 10% de la mortalité cancéreuse française annuelle. Et bien sûr, si on ajoute du tabac, il y a encore un risque encore plus accru de cancer. Et les dernières complications, ça va être les complications de la sphère un petit peu psychosociale, familiale. Donc voilà, des problèmes familiaux, des séparations, un isolement, on peut aller jusqu'au suicide, à l'homicide dans les cas les plus graves. Il faut quand même savoir que la moitié des décès liés à la consommation d'alcool sont observés chez des malades qui ne sont pas du tout dépendants à l'alcool. Donc, il faut vraiment sortir du cliché. La répartition des consommateurs, donc il y a environ 75% de consommateurs d'alcool sans risque, 25% qui sont dans un mésusage, qui sont un petit peu, voilà, et 5% de malades qui relèvent là vraiment d'une prise en charge médicale, qui sont dépendants et qui doivent se faire aider. Donc, les nouvelles recommandations. Suite à un avis d'experts en 2017, des recommandations ont été émises en termes de consommation d'alcool en France, puisqu'avant, on utilisait, entre guillemets, des critères qui étaient fixés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Le but de cette recommandation d'experts français, c'était de mieux prendre en compte le risque de cancer qui était minimisé jusque-là. Donc, les critères, c'est pas plus de 2 verres standards par jour, pas plus de 10 verres d'alcool par semaine, avec au moins 2 jours dans la semaine sans consommation du tout. Un petit rappel en dessous, ce que c'est qu'un verre standard. Donc, le verre standard, c'est par exemple ce que vous voyez là, le ballon de vin à 12 degrés, 10 centilitres, qui équivaut au demi de bière de 5 degrés de 25 centilitres, qui équivaut au petit pastis de 45 degrés de 2,5 centilitres. Tous ces verres à cette contenance-là et à ce degré d'alcool correspondent au même verre. C'est ce qu'on appelle une dose barre. Par contre, quand on est à la maison, on a rarement cette dose barre parce que plus souvent, on est généreux. Donc, on a souvent des fois au moins 1,5 à 2 fois la dose sur une consommation à la maison. Voilà. Donc, ça correspond à la même contenance d'alcool. Le taux d'alcool maximal est atteint en un quart d'heure après une absorption à jeun et 1 heure après une absorption au cours d'un repas. Et élément important, il faut 1h30 pour éliminer un verre. On ne peut pas aller plus vite. Plus on boit de verres et plus on cumule, c'est 1h30 pour retourner à zéro. Hein. Au niveau du cannabis, on a mis une petite photo sympathique. Donc, c'est une substance psychoactive, c'est le tétrahydrocannabinol. C'est une plante. Il faut savoir qu'en France, on est le pays le premier consommateur de cannabis en Europe. Donc, en France, c'est classé comme stupéfiant. Les consommations peuvent être soit sous forme d'herbe, hein, on va appeler ça la marijuana, la bœuf, soit de la résine, qu'on appelle plutôt hashish, shit, chichon. Et il peut y avoir aussi des consommations à base d'huile, mais ce n'est pas très répandu en France. Généralement, c'est fumé mélangé à du tabac. Ce qu'on entend au niveau du jargon, c'est les joints, les pétards, les bédos. Quand même savoir, élément quand même qu'à prendre en considération, c'est qu'en Europe, la concentration de THC, donc de tétrahydrocannabinol, depuis 10 ans, elle a doublé dans les résines. Donc voilà, il y a vraiment une modification des concentrations. Le cannabis, ses effets à court terme, donc ça va être des atteintes de la coordination et de la notion du temps, une baisse des réflexes, une modification des émotions, des perceptions sensorielles majorées en cas de bad trip, souvent combinées avec des grosses angoisses. Il peut y avoir également des pertes de mémoire, de concentration. On peut avoir des apparitions de vertige et, bah oui, effectivement, des fois des prises de risque. Un joint contient 6 à 7 fois plus de monoxyde de carbone et de goudron qui est cancérigène, ce qui multiplie par 3 le risque de cancer du poumon. Les effets psychoactifs d'un joint peuvent durer jusqu'à 10 heures. Donc, on peut se poser des questions si voilà, la personne a fumé un joint à 23 heures et qu'il reprend son poste à 6 heures du matin. Et il peut y avoir une dépendance physique chez 5% des consommateurs. Cannabis et conduite. Eh bien, comme on l'a déjà dit, hein, ça va diminuer ses réflexes, ça va provoquer une mauvaise coordination des gestes. On va avoir des difficultés à maintenir cette trajectoire et ça peut durer plusieurs heures après la consommation. Il faut savoir que la loi n'établit aucune différence entre les drogues dites dures et les drogues douces. Hein, c'est une loi du 31 décembre 70. Et que toute conduite sous stupéfiant est interdite, ce qui signifie qu'en cas de contrôle routier, la notion de taux n'existe pas. Sa simple détection lors du dépistage qualifie l'infraction. Donc, le cannabis est dangereux au volant. Les conducteurs sous l'emprise du cannabis ont 1,8 fois plus de risque de provoquer un accident mortel. Et ce risque est multiplié par 29 en cas de consommation associée à l'alcool. Et récemment, vous avez dû, je pense, en entendre parler, il y a une nouvelle amende de 200 € pour usage de stupéfiants qui a été étendue à l'ensemble du territoire français depuis le 1er septembre 2020. Voilà, j'ai terminé sur cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on fait une petite pause sur les questions-réponses. Enfin, est-ce que j'ai pas le temps de suivre le chat? Alors, moi, je n'ai pas de questions. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a un souci avec le chat ou si effectivement, il n'y avait pas de questions sur cette première partie. Je vois que 3 personnes écrivent, mais… Alors, le lien du témoignage. Dans l'immédiat, tout est clair. Parfait. Très, très bien. Pas de questions. Parfait. Tout le monde nous entend. J'espère qu'il n'y a pas… Oui, tout le monde nous entend bien. J'espère que… Super. Très bien.
alors on va continuer, Ouais. si ça vous convient. Donc, on va aborder maintenant la consommation en milieu professionnel avec les problématiques que ça peut engendrer. Alors, voici, alors c'est un tableau qui date de 2010, mais a priori, on est quand même toujours à peu près dans ces notions-là. Alors, le tableau, si vous voyez les couleurs, le violet, c'est en fait les grosses consommations et le bleu, les secteurs les moins concernés par les consommations. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on a quand même des secteurs d'activité, même si tous les secteurs sont embêtés par les consommations, on a quand même des secteurs d'activité qui sont plus concernés par les consommations d'alcool, de cannabis, et aussi de stupéfiants plus costauds. On est dans la problématique dans le cadre du BTP, où on trouve de l'alcool, du cannabis et des drogues dures. On est aussi dans la restauration, l'hébergement, là aussi, avec alcool, cannabis, drogue dure. L'infocom, où on est plutôt dans la cocaïne et le cannabis, hein, l'alcool aussi. Et puis, les arts et spectacles. Voilà, les milieux qui sont les moins concernés restent l'enseignement, la santé humaine, l'action sociale. Mais voilà, 4 secteurs particulièrement concernés, le BTP, la restauration, l'infocom et puis les arts et spectacles. Voilà, alors, en milieu professionnel, quelles peuvent être les conséquences de consommation de substances psychoactives? Alors, on met aussi dans les substances psychoactives les médicaments psychotropes. Malheureusement, c'est extrêmement difficilement quantifiable. Donc, c'est plus difficile de les mettre dans des cases. Voilà, donc, la consommation, ça augmente le risque d'accident de travail de 15 à 20%. Au niveau des risques routiers, donc le cannabis tout seul, le risque est multiplié par 1,8, l'alcool seul par 17, et l'association dans le sang alcool et cannabis, le risque est multiplié par 29. L'étude SAM, c'est en fait une étude qui est faite sur les personnes qui ont perdu la vie suite à un problème routier. Donc, en fait, ils font des analyses sanguines et ils voient effectivement s'il y avait eu consommation ou non. Voilà. Alors, pour la petite histoire, il y a quelques années, passait sur Internet une petite vidéo. Alors, je ne suis pas sûre que c'était très éthique, en tout cas, on ne la voit plus, mais voilà, c'était une petite vidéo où on voyait une petite souris qui tournait dans une roue. Et puis, première expérience, il prenait cette petite souris, il lui injectait une dose d'alcool. Donc, la petite souris continuait à tourner, au bout d'un moment, elle s'endormait. Ils attendaient qu'il n'y ait plus d'alcool, et puis ils injectaient du cannabis. Idem, la petite souris tournait, et au bout d'un moment, elle s'endormait. Ils attendaient qu'elle soit complètement sevrée des deux produits, et ils injectaient une dose minime d'alcool et de cannabis. Et en fait, la petite souris n'arrivait même pas à tourner, tellement le cocktail alcool et cannabis était délétère. Voilà, donc au-delà des risques d'accident de travail, on a aussi un risque d'absentéisme, un risque de retard, un risque d'erreur, de conflit. Et au final, en fait, c'est l'image de l'entreprise qui en pâtit. Voilà, alors, la problématique, c'est que bien souvent, les employeurs, ils sont extrêmement démunis, soit parce que la législation, elle bouge quand même pas mal, soit parce qu'on ne connaît pas forcément les effets des produits, et bien souvent aussi parce qu'on a des doutes, mais on n'a pas de preuves. Donc, tant qu'on n'a pas de preuves, on marche un petit peu sur des œufs, parce que, voilà, si on se trompe, il peut aussi y avoir des conséquences voilà, pour le salarié, mais aussi pour l'employeur. Voilà, alors, qu'est-ce que, face à la problématique de la consommation en entreprise, qu'est-ce que la réglementation peut nous apporter? Première réglementation, c'est le Code du travail. Et par rapport à l'alcool, le Code du travail dit quoi? Qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le poiré, le cidre n'est autorisée sur le lieu de travail. Ce qui veut dire qu'en fait, in fine, ça veut dire quand même que le vin, la bière, le cidre et le poiré est autorisé sur le lieu de travail. Alors, évidemment, bien cadré, mais ça veut dire que ça peut expliquer qu'on puisse trouver ce type d'alcool, par exemple, dans les restaurations d'entreprise.
Que dit encore le Code du travail? Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Et si tel est le cas, l'employeur peut sanctionner ce salarié. Et puis, en parallèle, l'employeur doit de toute façon mettre à disposition de l'eau potable pour ses salariés. Par rapport au Code de la route, classiquement, dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel, pour l'instant, le taux d'alcoolémie maximal autorisé est inférieur à 0,5 g par litre. Il est de 0,2 g par litre pour les conducteurs de transport en commun. Il l'est aussi pour les permis probatoires, donc notamment les jeunes conducteurs ou les conducteurs qui avaient perdu leur permis et qui viennent de le récupérer. Ce qui veut dire qu'on considère quand même qu'entre 0,2 et 0,5 g par litre, il peut y avoir un risque lié au taux d'alcoolémie. Hein. Voilà. Puisque pour certaines personnes et certaines catégories, c'est la limite imposée à 0,2. Alors, stupéfiants et Code du travail maintenant. Eh bien, en fait, les stupéfiants sont donc illicites, ce qui veut dire que le Code du travail considère que, en gros, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas réglementer quelque chose qui, de toute façon, dès le départ, est interdit. D'autres codes, par contre, le Code de la santé publique, il interdit l'usage des stupéfiants. Le Code pénal en interdit son trafic. Et puis, donc, au niveau du Code de la route, de toute façon, toute conduite sous stupéfiants est interdite. Et puis, donc, comme disait ma collègue, sa simple détection, donc à l'état de trace, lors d'un dépistage, qualifie l'infraction. Et donc, je rappelle juste voilà, que pour les drogues, si on trouve des traces de drogue chez un conducteur, on est dans un délit avec une suspension maximale de permis de 3 ans et puis une peine maximale de 2 ans de prison. Voilà. Alors, au niveau du règlement intérieur, donc le règlement intérieur, il est obligatoire pour toute entreprise d'au moins 20 salariés. Autrement, quand l'entreprise est moins importante, elle est remplacée par les notes de service. Et puis, comme tout autre risque, la consommation des substances psychoactives doit y être abordée. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut y réfléchir? Donc, on peut déjà rappeler tout ce qui est Code du travail, Code pénal, Code de la route. Il faut aussi, on peut décider qu'il est complètement interdit d'avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail. La limite 0,5, c'est la limite du Code de la route. Mais si une entreprise considère que ses salariés sont très, très à risque, il peut très bien dire qu'il met la limite à 0,2, voire même à 0. Voilà. De toute façon, doivent être listés les postes de sûreté et de sécurité, c'est-à-dire par exemple les CACES, les risques routiers, les machines à risque, le travail en hauteur. Voilà, parce que pour ces personnes-là, les dépistages pourront être faits de manière peut-être plus facile. Voilà, donc dans le règlement intérieur doivent être aussi notés dans quelles conditions doivent être réalisées ou peuvent être réalisées les tests de dépistage. On peut aussi y trouver les notions d'encadrement des pots. Et puis, on peut aussi y décrire les modalités éventuelles de fouille de vestiaire et de vidéosurveillance. Alors, nous arrivons à la problématique des tests de dépistage en entreprise, sachant que les tests de dépistage, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que de toute façon, ils ne peuvent absolument pas se substituer à la prévention primaire des consommations en entreprise. Ils sont une aide, un outil, mais voilà, ça reste quand même limité. Alors, il faut absolument, pour les tests de dépistage, que tout soit bien notifié dans le règlement intérieur pour ne pas qu'on puisse vous reprocher qu'il ait été trop vague. Donc, le dépistage, il peut être mis en place. Pourquoi?
uniquement à des fins de sécurité. Alors, donc, on peut avoir en fait, on peut avoir deux types de problématiques, soit un trouble aigu du comportement, ce qui veut dire que là, on peut dépister quel que soit le poste, à risque ou non à risque, l'intérêt n'étant pas de, après, sanctionner s'il y a un problème aussi de consommation, mais aussi de pratiquer un diagnostic différentiel. Quelqu'un qui présente un trouble aigu du comportement sur le lieu de travail peut être en fait avoir un autre problème qu'une consommation d'alcool ou de cannabis. Il peut y avoir effectivement une consommation aussi de médicaments, mais il peut y avoir aussi une décompensation diabétique, un trouble neurologique type AVC et d'autres pathologies organiques. Ce qui veut dire que ça peut aussi aider à faire un diagnostic différentiel. Voilà. L'employeur peut aussi, avec le CSSCT, mettre en place, décider de contrôle aléatoire. Voilà, c'est-à-dire qu'on décide que tel jour, à telle heure, on peut contrôler quelqu'un qui est par contre, sur un poste à risque uniquement. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui, par exemple, travaille sur écran. Dans le cadre de contrôle aléatoire. Voilà. Ce ne sont pas des examens médicaux, c'est-à-dire qu'ils sont réalisés par l'employeur ou une personne qui l'a désigné, mais ce ne sera pas le médecin du travail ou un infirmier santé-travail qui le fera. La présence d'un tiers est souhaitable, mais non obligatoire. L'autorisation est obligatoire de la part du salarié. Par contre, un salarié qui refuse de se soumettre à un test peut être sanctionné. Il faut qu'il y ait possibilité de contre-expertise en laboratoire, par exemple une prise de sang pour voir l'alcoolémie. Elle est à la charge de l'employeur. Et bien sûr, tout ça doit se faire dans le plus strict respect du secret professionnel. Voilà, au niveau de l'alcool, donc le dépistage, il est réalisé par l'intermédiaire d'un éthylotest. L'éthylomètre, c'est réservé aux forces de l'ordre. C'est en fait pour pouvoir mesurer un taux d'alcoolémie après un test par éthylotest positif. Donc, en entreprise, il n'existe pas. Vous ne pouvez avoir que des éthylotests. Donc, chimiques ou électroniques, qui mesurent donc la concentration en alcool de l'air expiré par le salarié. Donc, effectivement, comme je vous disais, classiquement, on se base sur les valeurs du code de la route, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et si en CSE ou si l'employeur décide qu'on met en place une autre valeur, c'est tout à fait faisable dès lors que c'est noté dans le règlement intérieur. Au niveau du dépistage de cannabis, c'est un petit peu plus délicat. Donc, il n'est autorisé en fait que depuis le 5 décembre 2016. C'est un dépistage qui est salivaire. Donc là encore, c'est l'entreprise qui le met en place au sein de sa propre entreprise. Donc, il ne détecte pas en fait un taux sanguin. Il dépiste la présence ou non du THC, qui est donc la substance active, qui est encore présente dans la cavité buccale, c'est-à-dire sur les muqueuses, après avoir fumé. Voilà, donc en moyenne, on peut encore détecter du THC dans la cavité buccale au grand maxi, 6 heures après la dernière consommation de cannabis. Voilà, alors la grosse problématique, c'est que les tests ne sont pas forcément très très fiables, parce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, la fiabilité du test, et puis le fait que ce n'est pas parce que effectivement le test trouve des traces de cannabis que la personne est dangereuse pour autant, que les effets que le cannabis peut encore donner des effets. Ce qui veut dire que là, vraiment, on marche sur des œufs, et au niveau réglementaire, on parle même de post-hyper-risque ou hypersensible, drogue et alcool. Voilà, donc ce test de dépistage existe, mais autant au niveau de l'alcotest, on est quand même, on est un petit peu sûr de la fiabilité. Autant au niveau cannabis, pour l'instant, c'est pas forcément très très évident de le mettre en place. Voilà, donc voilà pour cette partie. Nous allons pouvoir donc répondre à vos questions. Alors.
Donc, effectivement, il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment, effectivement, on a une coquille dans notre présentation. Le règlement intérieur est obligatoire, effectivement, à partir de 50 salariés depuis le 1er janvier 2020. On a vérifié beaucoup de choses, mais ça, on n'a pas ça là, on s'excuse, effectivement. Bon, merci pour l'information, on va changer. Voilà, merci. Une autre question qui a été posée, c'est qu'appelez-vous les postes à risque? Est-ce qu'un conducteur régleur d'une ligne de production fait partie des postes à risque? Il peut être considéré comme un poste à risque si la machine elle-même est considérée comme dangereuse et si, par un manque de vigilance, il peut, lui, se mettre en danger ou mettre en danger ses collègues. Voilà, c'est vraiment l'employeur qui voit au niveau de la propre sécurité de ses machines et des conditions de travail, s'il le met sur un poste à risque, s'il considère que c'est à risque ou non. C'est évalué en CSST, en CSE1. Voilà, ça peut être discuté aussi avec les représentants du personnel. Une autre question, c'était est-ce qu'un sauveteur secouriste du travail a-t-il le droit, en présence d'un membre du CSE, de faire souffler un collègue qui est suspect? Si ce secouriste travail a été, là encore, listé dans le règlement intérieur comme pouvant le faire, voilà, en fait, tant que le règlement intérieur a cadré les choses, donc s'il dit que tout secouriste au travail peut le faire, il peut le faire. Par contre, il faut qu'en amont, les personnes qui ont été désignées aient été formées. Voilà, formées à la technique, formées aussi au secret médical et formées au secret professionnel, pardon, et puis formées à qu'est-ce qu'on fait les résultats. Voilà. Une autre question, il y a beaucoup de questions au final. Je suis infirmière d'entreprise. Si je suis notée dans le règlement intérieur pour réaliser les tests, est-ce que c'est bon? Eh bien, a priori, oui. Si l'employeur vous désigne comme oui, à même de le faire, pas de souci. Ensuite, excusez, censure. L'éthylomètre peut être utilisé en entreprise, mais il ne se substitue pas au test par un éthylomètre exercé par les forces de l'ordre. Ai-je bien compris? Merci. Voilà, c'est l'éthylotest qui peut être utilisé en entreprise. C'est l'éthylotest que vous êtes censé aussi avoir dans votre voiture. Donc, c'est l'éthylotest qui dit si vous êtes à plus ou à moins de 0,5. L'éthylomètre, après, il mesure. C'est-à-dire que l'éthylomètre vous dira si vous êtes, par exemple, à 0,8. Mais c'est vraiment réservé à des fins légales. Donc, c'est vraiment les forces de l'ordre qui sont seules habilitées à utiliser un éthylomètre. Voilà, donc c'est un éthylotest qui peut être utilisé en entreprise. Je m'excuse. À la visite d'embauche des conducteurs receveurs, transport public, le dépistage des toxiques doit-il être réalisé au niveau de l'employeur ou du service de santé au travail interentreprise? En fait, à la visite d'embauche, vous dites, donc visite médicale, chaque médecin décide si oui ou non il pratique. De toute façon, cannabis en pratique, personne ne le fait. Hein. Mais est-ce que d'un médecin à l'autre, ça diffère pour des postes à risque? Il y a certains médecins qui sont plus basés sur l'interrogatoire, l'examen clinique, et d'autres qui, par exemple, peuvent demander à faire un bilan complet, bilan biologique, pour voir un petit peu, par exemple, le bilan hépatique, les CDTEC. Mais ça, de toute façon, chaque médecin a sa propre pratique. En aucun cas, un employeur peut demander à un médecin de pratiquer tel ou tel examen. Et encore une fois, le test de dépistage cannabis, il est pour le lieu de travail. En tout cas, nous, dans notre service de santé au travail, je ne sais pas ce que font nos collègues d'autres services, mais nous, en pratique, on ne fait pas de dépistage sur de la visite d'embauche. Alors, excusez-moi, hop, je reprends. Je pensais que pour que l'employeur devait avoir des justificatifs pour retirer un salarié sous suspicion d'alcool.
Alors, le justificatif, c'est la barre du 0,5. Alors, retirer, attention, on va en discuter ensuite. Retirer de manière transitoire, parce qu'après, il faut trouver quand même une solution. Voilà, on le retire parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool, il a un comportement qui est dangereux pour lui ou pour les autres. Donc, on le retire momentanément du poste par mesure de protection de lui et des autres. Mais ensuite, il va falloir, et ce sera en troisième partie, il faudra quand même réorganiser le retour au travail. Bon, après, en fonction aussi de ce que l'employeur décide, parce que il peut aussi sanctionner, et puis sanctionner aussi pour faute grave, hein, notamment sur du poste à risque. Et il y a quelqu'un qui nous précise que non, l'infirmière de santé, l'infirmière d'entreprise ne peut pas, car elle est soumise au secret professionnel. On ne peut pas information donnée en licence santé-travail. Effectivement, il me semble qu'il y a une différence, on pourra confirmer, il me semble qu'il y a une différence entre les infirmiers d'entreprise et les infirmiers de santé au travail inter-entreprise, effectivement. Je ne sais pas si, Marie, ça te... C'est clair, mais je crois qu'il n'y a pas l'éducation. Mais de toute façon, effectivement, en reprenant la question initiale, de toute façon, les infirmières comme les médecins n'ont pas à faire les tests de dépistage en entreprise. Donc oui, ça paraît logique. Donc, toutes mes excuses. Comment doit être organisée la contre-expertise, prise de sang? La contre-expertise est-elle obligatoire? Alors, je ne pense pas qu'elle soit obligatoire. Elle est sollicitée par le salarié s'il le souhaite, s'il pense qu'en fait, les résultats ne sont pas objectifs. Voilà. Et puis, donc, elle doit être organisée en laboratoire. Il faut en fait une prise de sang. C'est à la charge de l'employeur. Alors, là aussi, c'est problématique parce que si on fait souffler quelqu'un la nuit, comment est-ce qu'on organise une prise de sang qui prescrit? Là aussi, c'est pas le médecin du travail qui a à prescrire une prise de sang à la demande de l'employeur. Voilà. Donc, réglementairement parlant, c'est comme ça. En pratique, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Marlène, je ne sais pas si tu as d'autres. Oui, alors, niveau des. Voilà. Non, enfin, ouais. Je suis le chat en même temps et c'est vrai que du coup, j'ai un peu du mal à tout suivre. Parce que là, pour le coup, il y a plein de questions. Donc ça, c'est la contre-expertise, c'est ça. En tant qu'employeur, que fait-on d'une personne qui arrive sous l'emprise d'alcool, mise à l'écart et appelle le médecin avant retour au domicile? Alors ça, je crois quand même que c'est abordé un petit peu plus loin. Oui, ce sera bien développé parce qu'on va vous proposer en fait des exemples pratiques, dont les troubles du comportement, voilà. Donc là, vous saurez vraiment, quitte à reposer la question s'il y aura encore des éléments manquants, mais ce sera abordé après et bien développé. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a mis l'idée, c'est de peut faire le test, mais en aucun cas donner le résultat à l'employeur. Alors vraiment, on va vous redonner quelque chose de clair sur cette question. On répondra, voilà. Parce qu'effectivement, il doit y avoir. On va chercher et puis on va donner les réponses à qui le souhaite. Bonjour, j'ai eu le cas de patrons qui ont un bon salarié dans le travail, mais alcoolique dans le déni. Tout le monde le sait, mais la responsabilité de l'employeur est engagée. Il se sent soutenu par aucun organisme, ni le service de santé au travail, ni la gendarmerie. Il est dans une impasse. Comment peut-on le soutenir? Alors, donc c'est le patron qui est dans l'impasse. Alors, oui, d'accord. Alors, donc, là, ce sera aussi abordé ensuite. Donc, de toute façon, déjà, le patron, il a possibilité de solliciter une visite à sa demande auprès du médecin du travail en expliquant au salarié pourquoi. Ce qui veut dire aussi que voilà, le salarié doit être au courant que l'employeur se pose des questions. Et puis on est nous aussi. On vous expliquera après, mais on est nous aussi très, très, très embêtés par le déni. Et bien souvent, plus les personnes ont
un mésusage, une consommation importante, et plus ils sont dans le déni, parce que le jour où effectivement ils acceptent cet état de fait, ils acceptent aussi qu'ils ont mis en péril la famille, tout le côté social, professionnel et compagnie. Donc le déni est en fait un mode de protection, et voilà. Et nous-mêmes, on le rencontre de toute façon dans nos consultations, voilà. Et on est très très embêté avec le déni. Alors, donc effectivement, le patron, il faut quand même qu'il redemande, à mon avis, une visite à sa demande, après en avoir informé le salarié, ce qui peut quand même aussi déjà ouvrir la discussion. On en parlera ensuite, de toute façon, donc on va voilà. Mais voilà, et puis il faut vraiment que l'employeur en parle à son médecin du travail. Le médecin du travail, si effectivement il a des doutes, donc il peut faire des examens complémentaires. Et puis surtout, parce que c'est le plus important, il peut ensuite l'adresser à des organismes attitrés, voilà, à l'AMPA, à des médecins addictologues, voilà, il y a des numéros verts, enfin voilà. On va en reparler ensuite, mais il faut que ce patron il revoie avec son médecin du travail, je pense. Après, effectivement, ça reste compliqué pour les personnes qui sont dans le déni. C'est quand même voilà, des maladies. Enfin, quand on est addict à une substance, il faut que la personne veuille aussi se faire aider. Enfin, des fois, le processus est long avant que la personne réalise et qu'elle accroche vraiment et qu'elle se dise voilà. Et puis nous, les examens, alors on reparle un petit peu des examens complémentaires si vous voulez, mais les prises de sang que l'on peut faire ne sont pas forcément très objectives, hein, parce qu'elles revoient un petit peu toutes des réactions que le foie peut avoir, si, par exemple s'il y a une consommation d'alcool, ou voilà. Mais les résultats peuvent être faussement rassurants, ce qui veut dire que même nous, on n'a pas forcément beaucoup de levier. Voilà, donc il faut après travailler en concertation, il faut du dialogue, on en reparlera après. Mais je vous avoue que ça peut être problématique pour l'employeur, pour les collègues, parce que les collègues aussi, hein, ils ne savent pas trop comment réagir, on dit pas, on n'est pas sûr du coup, enfin voilà. Et aussi pour nous, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble et puis ne pas hésiter ensuite à adresser ces personnes à des addictologues et des personnes plus adaptées, quoi. Alors, je relis quand même la dernière petite note qui a été mise. J'ai déjà sollicité le médecin du travail pour un salarié pour lequel nous avions de forts soupçons d'alcoolémie, salarié reçu à plusieurs reprises par le directeur et qui a toujours nié. Le médecin lui a prescrit une prise de sang qu'il n'a jamais fait. L'employeur est-il déresponsabilisé si le salarié a déjà été reçu, plus entretien avec le médecin? Non, absolument pas. Après, bon, logiquement, si la prise de sang a été prescrite, il faut qu'après le médecin du travail s'assure quand même qu'elle a été faite, hein. Dire que le médecin du travail, il a aussi le droit de lui après refaire des visites à sa propre demande pour aller voir où ça en est et voir l'évolution et voir si les examens ont été faits. Si les examens n'ont pas été faits, le médecin du travail peut très bien dire, ben voilà, on met un ultimatum, si les choses ne sont pas faites, je m'autorise moi peut-être à revoir avec votre employeur si on ne peut pas adapter votre poste pour ne plus que vous soyez à risque. Voilà. Donc après, je ne sais, voilà. Encore une fois, je parle pour ma propre pratique, mais moi personnellement, je reconvoque de toute façon très très régulièrement ces personnes pour savoir si les choses sont faites et puis comment est-ce que ça va. Et en cas d'accident, comment l'employeur peut-il se protéger? Comment va réagir un juge? C'est malheureusement de la responsabilité de l'employeur. Et puis, c'est de toute façon, s'il y a accident de travail, il y aura enquête. Hein, donc, malheureusement, si effectivement il trouve, si la personne était alcoolisée, si on trouve des voilà ou sous substance, c'est malheureusement de la responsabilité de l'employeur. Par contre, je pense quand même, alors je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense quand même que le fait que, voilà, on va aussi demander qu'est-ce que vous avez fait pour ce salarié. Donc, le fait de prouver que, on l'a envoyé plusieurs fois auprès du médecin du travail, on l'a envoyé, voilà, montrer quand même qu'il y a eu des choses d'enclenchées, peut peut-être quand même aider, mais effectivement, ça restera quand même de la responsabilité de l'employeur.
Oui, voilà, donc par rapport aux salariés, effectivement, s'il y a eu des démarches, et puis par rapport aussi à une démarche de prévention plus collective. Si dans des UER, il a été noté que ça a été réfléchi, qu'il y a des choses qui ont été mises en place, que voilà, il y a eu des formations, il y a eu de l'information, en tout cas que la problématique addiction a été prise en compte dans le cadre du travail par l'employeur, ça peut aussi jouer. Voilà, mais et puis ça dépend parce que ça dépend aussi si c'était un accident de travail sur un poste à risque ou pas, quelles sont les conséquences, enfin voilà. Mais malheureusement, c'est quand même la responsabilité de l'employeur. Ben oui, je vois bien les réactions un petit peu. On marque sur la tête, les torts sont toujours à l'employeur. Ouais. Après, alors oui, suite à la visite médicale demandée par l'employeur, la visite valide l'aptitude au poste malgré l'addiction. Qui est responsable en cas d'accident, le médecin ou l'employeur? Eh bien, je pense que la justice va demander des comptes aux deux. Je ne sais pas pour quelle part, mais je pense qu'ils vont quand même demander des comptes aux deux personnes, ouais. Médecin et employeur. Oui, je crois aussi qu'au niveau timing, je vais continuer sur la troisième partie. Je pense que tout le monde a un temps dédié. Voilà, donc là, on arrive sur la dernière partie, qui sont les démarches de prévention sur le lieu de travail. Donc pareil, vous remettez par chat les petites questions pour à la fin de cette partie-là, quoi. Rappel, donc oui, la problématique des risques liés aux consommations de substances psychoactives dans l'entreprise doit être pris en compte par l'employeur, comme tout autre risque, comme le risque routier, comme le risque chimique. Voilà, c'est un risque comme les autres. Même s'il est peut-être plus subjectif, mais c'est un risque quand même. Ça doit faire l'objet d'une démarche de prévention adaptée, idéalement en concertation avec le service RH, les représentants du personnel, les membres du CHSCT et puis le médecin du travail aussi peut être bien sûr dans la boucle. Ça doit s'inscrire dans le document unique d'évaluation des risques professionnels puisque c'est un risque comme les autres. Alors, la démarche de prévention collective. Le but, c'est de mettre en place un comité de pilotage et qui va permettre de faire un état des lieux des situations à risque addictif dans l'entreprise. Donc, c'est un comité de pilotage pareil pluridisciplinaire, qui est des encadrants, des salariés à certains postes, certains secteurs d'activité, choses comme ça. Ça va permettre de faire un état des lieux des situations à risque, de voir un peu le mode de fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'il y aurait des sources de conduite addictive? Est-ce que le fait qu'un travail est physique dans l'entreprise, les salariés vont compenser en buvant de l'alcool ou en fumant un joint, par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup d'horaires atypiques? On sait, il y a quand même plusieurs critères qui peuvent sortir, qui va être favorisant à une consommation. Le fait de tenir avec le produit. Ça va être consigné dans un état des lieux. Ensuite, il va falloir essayer de réfléchir sur le fait de faire des actions sur ces situations à risque. Et comme toute démarche, il faut assurer un suivi dans les actions. Donc, on va essayer d'établir un cadre d'intervention avec des règles, des protocoles pour avoir quand même un cadre aidant. Et par la suite, bien sûr, former et informer les salariés et le personnel encadrement. Toute cette démarche de prévention collective, elle marche si vraiment tous les acteurs se sentent concernés et impliqués. Ça va forcément remuer des choses, ça va forcément nous repositionner, nous, sur notre propre consommation aux produits. Mais après, voilà, il y a quand même des responsabilités derrière, donc ça paraît quand même important. Au niveau des exemples pratiques, donc on va avoir 4 choses différentes. Comment on gère un trouble aigu du comportement, un exemple de fiche de constat, comment on agit hors situation d'urgence et comment on peut encadrer un pot en entreprise. Donc, pour la gestion d'un trouble aigu du comportement, le but, ça va être d'identifier les signes d'alerte. Alors là, ça va être, par exemple, il y a des propos incohérents, la personne titube, il y a une désorientation, une agressivité,
alors qu'habituellement, c'est pas comme ça, des propos incohérents, un peu de somnolence, un état de malaise, enfin, voilà. Tout comportement anormal peut avoir de nombreuses origines, donc pas de spéculation. Ça peut très bien être vous avez respiré des solvants, vous êtes diabétique, vous faites une hypoglycémie, ça peut être une consommation de médicaments, voilà. Ça nécessite un avis médical. On ne sait pas, on suppose. Il faut éviter la mise en danger du salarié et de son entourage en l'écartant du poste temporairement, mais en ne le laissant pas seul. Et il faut informer le sauveteur secouriste du travail et ou le supérieur hiérarchique selon le protocole. Demander un avis du SAMU ou des pompiers ou médecins traitants sur leur situation, consigner par écrit ce qui leur a été dit, demander, ne pas laisser partir la personne seule chez elle ou chez son médecin traitant, hein, respecter la vie privée de la personne et s'abstenir de tout jugement de valeur, effectivement, et établir une fiche de constat et contacter le médecin du travail afin de l'avertir de cette situation. Donc, l'exemple est juste après. Alors, on s'excuse, c'est un petit peu flou notre fiche de constat, mais on arrive quand même un petit peu à identifier les choses. Donc, en premier, ça va être le nom, le prénom de la personne, à quel poste de travail il est dans l'entreprise. On va essayer d'écrire, hein, voilà, il y a plusieurs icônes, la situation ou l'état anormal du moment. Donc, par exemple, ça peut être, voilà, on coche difficulté d'élocution, ça peut être des propos incohérents, une désorientation, une haleine alcoolisée, une démarche qui est un peu titubante, ça peut être des autres, on peut expliquer un petit peu si besoin, des gestes imprécis, des troubles de l'équilibre, état de malaise, enfin, voilà. Ou, voilà, sans chose particulière, une attitude qui est inadaptée au poste de travail. Donc, quand c'est que ça s'est passé, un constat effectué, quel jour c'était, à quel endroit, par qui, la fonction aussi de la personne, est-ce qu'il y avait des témoins autour pour relater aussi les faits, est-ce que du coup, il y a eu un test de dépistage de réaliser, hein, un alcotest, si c'était positif ou négatif, un autre test de dépistage, est-ce qu'il a été demandé une contre-expertise médicale, pardon. La prise en charge qu'il y aura eu par la suite, donc est-ce qu'il y a eu un appel SAMU, police, médecin ou médecin du travail? Enfin, dans l'immédiat, je pense quand même que c'est plus le SAMU, les pompiers, voilà, à appeler en premier, sauf s'il y en a un sur place. Mais le suivi, donc, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il a été maintenu dans l'entreprise? Est-ce que ça a été un retour à domicile par la famille ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il était parti en hospitalisation, en ambulance ou transporté par le SAMU? Et la fiche est à transmettre pour information, effectivement. On va faire des copies au médecin du travail, notamment encore plus si on demande une visite médicale à la demande de l'employeur. Vraiment, c'est important que l'employeur, enfin que le médecin du travail, pardon, comprenne pourquoi le salarié vient à l'entretien et à la personne en charge des ressources humaines et idéalement aussi une fois que la personne revient à cette personne en question, qu'il y ait une trace écrite de ce qui s'est passé, quoi. Dans les suites de l'épisode aigu, il faut organiser le retour au travail. C'est un élément clé dans la lutte contre les addictions. Le retour au travail doit être encadré. La personne qui va revenir suite à un épisode aigu, ça peut très bien être quelqu'un qui vit en ce moment une passe difficile, qui est en phase de séparation. Et à ce moment-là, ça n'allait pas, quoi. Donc, la personne, elle peut quand même être vraiment mal en revenant sur le lieu de travail. Donc, je crois qu'il faut vraiment essayer de l'accompagner, surtout pas avoir de jugement. Il faut savoir que l'insertion sociale va freiner le niveau de consommation de substances psychoactives. Ils peuvent être prévus, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une consultation auprès du médecin du travail et un entretien avec l'employeur. Hein, ça peut être, si c'était qu'une fois et que ça ne revient pas, un entretien peut peut-être suffire, mais si c'est quelque chose qui perdure, ça va être essayer de suivre la situation, quoi. Pas entendre qu'elle se gangrène, quoi. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le maintien dans l'emploi est vraiment un élément clé dans la lutte contre les addictions. La prise en charge individuelle et les démarches collectives sont complémentaires pour une efficacité de la prévention des risques optimale, quoi. Comment on agit hors situation d'urgence? C'est un petit peu le même procédé. Il va falloir quand même repérer les signes nécessitant une attention particulière.
Retard répété, des absences, on sent que la personne est complètement désinvestie dans son travail. Il y a des changements de comportement quand même réguliers, une baisse de la vigilance qui pourrait entraîner un risque d'accident, une prise de risque, des troubles de l'humeur. Voilà. Il faut essayer de lever ce déni. Alors, c'est pas facile, mais tout particulièrement pour les salariés occupant des postes de sécurité. Donc, les postes de sécurité, donc ça peut être la conduite d'un véhicule, les gens qui utilisent des chariots élévateurs, des palans ou des presses, des produits dangereux, un travail en hauteur. Après, ça, c'est l'employeur qui va définir les postes à risque dans son entreprise. Réaliser aussi un entretien hiérarchique, vraiment un dialogue ouvert basé sur des faits observés et uniquement, pas d'interprétation. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, j'ai vu que tu vas pas bien, ton état m'interroge. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais à me dire? Enfin voilà, dialogue ouvert. Voilà, on s'inquiète quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'inquiète. Voilà. Parce que ça arrive aussi qu'on se retrouve dans des situations où ça fait plusieurs années, effectivement, que le salarié est dans l'entreprise et que on n'a rien fait et que tous les collègues étaient au courant, que tout le monde était au courant, mais que rien n'a été fait. Voilà, il est important que il y a aussi des propositions de changement au niveau professionnel, hein. Une orientation donc sur des structures d'aide, sur le médecin du travail qui doivent être proposées, et toujours, ben oui, une confidentialité des échanges, ça va vraiment être, ben oui, très important. Alors, je me trompe de bouton. Au niveau de l'encadrement des points en entreprise, si il y a présence d'alcool, il peut y avoir, par exemple, des mesures qui peuvent être mises en place par l'employeur. Ça va être rappeler les risques liés à la consommation d'alcool, quantifier et limiter le nombre de bouteilles, mettre à disposition une quantité suffisante aussi de boissons non alcoolisées. Mettre à disposition des éthylotests pour que pour repartir sans risque en reprenant sa voiture. Il peut y avoir à disposition de taxis afin de reconduire des salariés ayant trop bu. Prise en compte du temps d'élimination de l'alcool, hein, comme on l'a vu, c'est 1h30 par verre, donc on peut facilement voir un peu où on en est. Et surtout, bah oui, avant toute reprise d'une activité à risque, bien sûr, et établir aussi une procédure de prise en charge si, bah, malgré tout ça, il y avait un salarié qui serait en état d'ébriété. Pareil, je pense aussi que c'est important l'attitude bienveillante des collègues dans ces moments-là, quoi, de se dire bon bah, moi aussi, je fais attention aux autres, quoi. Donc l'aide possible des professionnels de santé au travail. Faut savoir que depuis la loi du 20 juillet 2011, les services de santé au travail ont dans leur mission la prévention de la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Ils ont bien sûr un rôle de conseil auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants, afin donc, bah oui, de prévenir cette consommation de substances en entreprise, de prévenir à des insertions professionnelles et de contribuer au maintien d'emploi des travailleurs. Et ils assurent également la surveillance de l'état de santé des travailleurs. Donc, ce qu'on fait quand même quotidiennement, c'est les visites médicales ou les entretiens infirmiers. Lors de toute visite médicale, le médecin ou l'infirmier aborde le sujet des consommations de substances psychoactives. Et si ça paraît problématique ou qu'on sent que le sujet est, ou que d'eux-mêmes les personnes en parlent, on peut aller un petit peu plus loin et faire des questionnaires d'évaluation des consommations. Toute entreprise, comme on l'a déjà dit, a la possibilité de solliciter une visite médicale à la demande de l'employeur. Le salarié doit être informé de la démarche par la direction. Parce que c'est quand même toujours un petit peu embêtant quand les salariés arrivent et ne savent pas pourquoi ils viennent à l'entretien ou à la visite médicale. À la visite médicale, pour le coup, ça ne sera pas l'infirmier. Et la demande accompagnée, oui, doit être accompagnée d'un courrier argumenté. Donc, ça mouline un petit peu. Il ne veut pas mettre la dernière diapo. Pourquoi il ne veut pas la dernière diapo? Si, alors, m'excuse, j'ai des petits soucis de connexion. Les actions en entreprise. Donc, le type d'action en entreprise, ça peut être, des formations, des sensibilisations. Par contre, on ne va pas s'avancer sur ce qui est proposé. Voilà, ça dépend vraiment de votre service de santé au travail.
Donc après, là, je pense qu'il faut, voilà, pour connaître les actions en entreprise proposées par votre service de santé au travail, il vaut mieux se rapprocher du médecin du travail référent de votre entreprise. Pour aller plus loin, par contre, il y a quand même pas mal de petits sites là que j'ai essayé d'indiquer. Donc, il y a la MILDECA. La MILDECA, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En ce moment, il y a un dossier sur les usages problématiques d'écran, ceux qui ont des ados, mais même les adultes, j'ai envie de dire, les dossiers, voilà, il y a un ado sur 8 a un usage problématique sur les jeux vidéo. Donc, la MILDECA, plein de références, voilà, un ministère, plein de choses où vous pouvez aller retrouver qui peuvent vous aider. Il y a un guide CECAFI, un guide prévention des pratiques addictives au travail, qui est un guide Agir que vous pouvez télécharger, qui est très complet quand même. Il y a aussi la brochure, bien sûr, de l'INRS, la brochure 6147, qui est très bien faite. Simplement, faites attention, en fait, les tests de dépistage par rapport au cannabis datent de 2016 et le fascicule, il a été fait en 2013, ce qui fait qu'à la page 26-27, c'est faux. Les tests salivaires peuvent être faits. Enfin voilà, à ce moment-là, c'était juste quand il a été fait. Il va certainement avoir une mise à jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et un autre site qui est vraiment très bien, c'est un site qui s'appelle Addicted. Vous, pour les entreprises, vous avez un onglet pro, qu'on appelle aussi le village des pros. Donc là, vous y retrouverez des fiches pratiques. Par exemple, le pot d'entreprise, comment je procède, des foires aux questions, des informations sur un grand nombre de produits, l'alcool, le cannabis, l'ecstasy, la cocaïne, enfin voilà, pas mal d'explications sur les produits. Et il y a aussi des témoignages de dirigeants et de salariés très intéressants aussi. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter qui vous met du coup régulièrement au courant de la modification qu'il peut y avoir dans les lois ou les choses du moment, quoi. C'est vraiment un site qui est vraiment qui se développe, voilà, où il y a plein de gens motivés et qui font plein de choses. Donc voilà. J'ai terminé sur cette dernière partie. Donc je ne sais pas où nous en sommes sur les questions. J'ai pas suivi du coup. Alors. J'espère qu'en fait on a été clair surtout. Alors on reprend les questions. Donc Madame Blanchet. Donc l'employeur peut réaliser des tests à titre préventif en le stipulant à l'opérateur et le stipuler sur un registre qui peut être soumis à la médecine du travail. Donc c'est une question permettant de justifier à plusieurs reprises que le salarié est alcoolisé sur le lieu de travail. Dans ce cas, l'employeur sollicite et transmet ces informations au médecin du travail. Quelles sont les actions par la suite engagées par le médecin du travail? Marlène, si tu veux répondre. J'ai pas entendu depuis le début, j'étais encore sur mon truc. Alors, attends, je vais peut-être. Il faut vraiment, si effectivement l'employeur fait des tests à titre préventif sur une seule personne, il y a quand même le risque de stigmatisation. Donc, il faut vraiment que les choses soient dans le cadre d'un espèce de contrat tacite. Hein. Il faut là aussi marche sur des œufs par rapport aux notions de liberté individuelle. Bon, mais voilà, si effectivement il a été convenu entre l'employeur et lui qu'il pouvait le faire, pourquoi pas effectivement après. Donc solliciter le médecin du travail si à plusieurs reprises il y a eu des tests qui ont été positifs. Et puis donc en donnant effectivement les informations au médecin du travail. Et puis donc le but du médecin du travail, c'est déjà pouvoir donner proposer une aide aussi pour que la personne s'en sorte, hein, parce qu'au-delà du risque en entreprise, il y a aussi le fait que ces personnes-là soient dans une conduite à risque pour eux aussi. Hein. Donc, bien souvent, le médecin du travail, du coup, propose un suivi auprès de médecins spécialisés, donc addictologues, par exemple, l'AMPA, enfin voilà. Et puis, il faut aussi ensuite que le médecin, avec l'employeur et le salarié, discute un petit peu pour savoir comment faire pour que cette personne-là, du coup, ne soit plus sur un poste à risque, c'est-à-dire un aménagement de poste, si c'est possible. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui, au départ, était plutôt sur le terrain et faisait quand même de l'administratif, essayer le temps que il aille mieux, le temps qu'il y ait une prise en charge, le temps que, ne le mettre par exemple que sur un poste administratif si c'est possible.
Voilà, le but du jeu, c'est quand même qu'on essaye quand même de maintenir la personne au travail. Donc voilà, donc donc prise en charge médicale, si effectivement il y a une problématique d'addiction, prise en charge médicale pour le salarié, aussi pour lui, pour qu'il s'en sorte, aménagement de poste ou contrat, enfin voilà, avec lui provisoirement, voilà, réévaluation très régulière par l'employeur et par le médecin du travail de la situation, et puis ensuite voilà, on adapte en fonction de la problématique et de l'évolution de la problématique. Voilà. D'autres choses, Marlène? Non, mais oui, j'ai complété. Voilà, la fiche de constat a été envoyée par M. Strougar, donc parfait, c'est celle de M. Duquesne, du docteur Duquesne, donc très très bien. Référent à dictologue à Fometra d'ailleurs. Merci M. Michaud d'avoir rappelé que les supports et le replay allaient être disponibles sur le site mt71.fr et sur le site des services de santé au travail. Merci. Oui, le PALS aussi, effectivement. Étant donné que c'est la Bourgogne-Franche-Comté, on ne savait pas trop si on pouvait partager, mais effectivement, oui. Les PALS sont des super supports aussi, donc effectivement, vous pouvez y aller. Voilà, il y a vraiment s'ils sont très. Vous allez retrouver les fiches de constat, vous allez retrouver les pots en entreprise. Enfin voilà, c'est très pratico-pratique, PALS. Ça a été noté, donc on peut en parler. Ensuite, que pensez-vous d'une action de sensibilisation organisée pour tous les salariés de l'entreprise, ce qui peut permettre de faire passer notamment donc l'idée de la bienveillance dans le cas où il y a un cas complexe à gérer dans le collectif? Marlène, est-ce que tu veux? Oui, ça peut être une possibilité, tout à fait. Nous sommes allés, nous, faire des petites sensibilisations, par exemple, sur les apprentis au CFA, où on sait qu'il peut y avoir des consommations, notamment dans l'hôtellerie, un petit peu problématiques. Effectivement, les sensibilisations peuvent au moins ouvrir le débat. Ils sont souvent, en plus, les salariés sont souvent très contents parce qu'ils apprennent quand même des choses. Il y a des petites, on essaie d'être un peu au goût du jour, donc on explique des petites applications sur le téléphone. Voilà, vous êtes à l'apéro chez quelqu'un, vous voulez repartir de façon sécurisée, où en êtes-vous dans votre consommation et dans votre taux d'alcoolémie? Donc voilà. Il peut y avoir donc oui, les sensibilisations peuvent tout à fait être un moyen. Après, effectivement, si on sait qu'il y a des postes à risque, si idéalement le règlement intérieur, d'autres petites choses peuvent quand même aussi aider à cadrer. La sensibilisation, ça va être un point spécifique qui est déjà bien, hein, pas de souci. Mais après, quand il peut y avoir une prise en charge globale, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Il faut vraiment que les choses se complètent. Alors, il faut bien garder à l'idée que bien souvent, les trois quarts du temps, en fait, on arrive à des problématiques de surconsommation parce que les salariés n'ont pas les notions, notamment des verres standards. Ce qui veut dire que bien souvent, effectivement, ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils ont consommé. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger. Ce qui veut dire que vraiment, il faut surtout arriver à passer la notion du verre standard et de bien leur faire comprendre que si, avant d'aller travailler, ils se servent en pensant n'avoir bu qu'un verre, l'équivalent d'un verre, entre guillemets, artisanal, où en fait, ils se remplissent l'équivalent de 2,5 verres sans le savoir, parce que vraiment, quand c'est des alcools forts, c'est des doses vraiment, c'est vraiment les boules de bar. Voilà. Bien souvent, rien que le fait qu'ils aient entendu cette notion-là, qu'ils aient entendu attention, attention, les verres que vous vous servez ne sont pas forcément les verres standards, et vous pouvez très bien prendre la voiture ou prendre votre poste en étant au-dessus de 0,5, en pensant, en toute bonne foi, en fait, être bien en deçà. Donc vraiment, pour ça, l'information, c'est vraiment primordial. Et bien souvent, les gens se rendent compte qu'en fait, ils sont en mésusage et ils n'en avaient pas du tout la notion. Donc là, la sensibilisation en entreprise est vraiment importante. Et bien sûr, hein, comme toute action, il faut que ce soit noté dans le DU. Hein. Voilà, c'est des choses qui sont proposées et organisées par l'employeur, donc il faut aussi le mettre en valeur. Alors, pour les entreprises
DPE qui ne disposent pas d'un règlement intérieur, est-ce la même démarche de prévention? Par exemple, les dépistages sont-ils autorisés? L'utilisation de la fiche constat? Oui, c'est juste que il n'y a pas de règlement intérieur, mais il faut que ce soit notifié via les notes de service. Voilà, mais c'est exactement la même prévention, bien sûr, et les mêmes démarches. Alors, pouvez-vous nous donner des idées de sensibilisation ludique, applications, jeux, etc. Alors, nous présentons pour plusieurs services de santé au travail, ce qui veut dire que chaque médecin, chaque service a sa propre pratique. Alors, est-ce que, dans la mesure où la question a été posée, on peut parler de notre propre, nos propres… Oui. Après, ça voulait peut-être dire aussi, pouvez-vous nous donner des idées de sensibilisation publique? Déjà, il faut savoir que si votre service de santé au travail propose ça, c'est pas forcément un supplément. Hein. Souvent, ça fait partie de la cotisation. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment à voir avec votre service de santé au travail. Tout ce qui peut être ludique, donc… Vas-y, Marie. Non, vas-y, Marlène. Vas-y. Les applications, celles que je vous ai dit, là, il y a plein d'applications un peu alcoolémie qui peuvent se télécharger sur un smartphone, Play Store ou une autre plateforme. Nous, ce qu'on utilise, c'est l'application Alcotel de la MAF. Elle est complètement gratuite. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est une infirmière en entreprise et c'est moi qui ferai la sensi. Donc, voilà. Alors, je vais chercher un petit objet déjà très ludique. Voilà. Après, si vous nous laissez vos coordonnées, on pourra, si vous voulez un peu des choses, on peut tout à fait vous transmettre. Voilà, donc il y a l'application Alcotel. On essaie de parler du verre standard. Alors, petit objet qui peut déjà être très simple d'utilisation. Je ne sais pas si vous connaissez, alors je ne sais pas si on voit, c'est en fait des verres que vous trouvez sur les sites de la sécurité routière qui sont en fait gradués. Qui sont gradués en fonction du verre standard. C'est-à-dire que, attendez, j'essaie de trouver la caméra, voilà. Là, c'est la graduation pour les alcools forts et les vins cuits, et on arrive juste aux graduations pour les bières, le demi de bière, de 25 centilitres. Donc, rien que ça, c'est-à-dire que vous procurez ces verres qu'on trouve vraiment sur des sites de prévention, et puis cacher en fait les graduations et faire remplir aux salariés un verre, par exemple, un verre de Porto, tel qu'il le sert lui quand il a des amis à la maison. Et c'est là où où vous pouvez vraiment être surprise des quantités qu'ils mettent. Et donc après, vous pouvez leur montrer qu'en fait, le verre standard, vous pouvez diminuer de moitié, quoi. Donc ça, c'est déjà un objet ludique. Il y a d'autres choses. Voilà, Madame Mariette parle du tapis où on marche dessus, les chemins et les cônes. Donc, c'est en fait des tapis qui sont avec des… En fait, vous pouvez très bien vous fournir des lunettes qui sont des lunettes de simulation, alcool, cannabis. Voilà. Et puis, vous demandez aux salariés de faire un petit parcours. Et il est en fait il a à peu près les sensations que l'on peut avoir quand on est, par exemple, sous l'emprise du cannabis, et puis il essaie de faire son parcours, et bien souvent, voilà, les plovols, les ronds-points ont du mal à être tournés, voilà. Donc, vous pouvez regarder aussi sur Internet. Oui. Marlène, d'autres… Je réfléchis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ouais, application, parcours. Oui, voilà. Après, alors, il y a aussi, les auto-questionnaires, les questionnaires audit, les questionnaires CAST, qui sont des questionnaires qui peuvent être qui sont remplis en fait par les salariés. Donc, audit pour l'alcool, CAST pour le cannabis, où ils peuvent s'auto-évaluer, auto-évaluer leur consommation. Et puis, en fonction des résultats, ils peuvent voir s'ils sont dans une consommation problématique ou non. Donc, audit. Questionnaire audit pour l'alcool, CAST pour le cannabis, vous les trouvez sur Internet. Hein. Voilà, il y a toujours un petit peu de documents, voilà, à la fois pour leur consommation, aussi s'il y avait besoin pour des organismes d'aide à la lutte des substances psychoactives. Voilà, on essaie de donner un maximum voilà, d'infos et de brochures. Après, voilà, le but, c'est que ça soit un petit peu dans les champs, dans le participatif, et puis qu'il y ait des choses qui soient bien ancrées dans les esprits à la fin de la sensibilisation, quoi.
Voilà, bah, le drive case, c'est le tapis que Madame Mariette vient de… oui, ou Monsieur, pardon, vient d'envoyer comme lien. Alors ça a quand même un certain succès hein, chez les salariés parce que c'est aussi un moment où ça rigole bien, donc on arrive quand même à faire passer des messages sur le ton un peu d'humour, donc on dédramatise aussi un petit peu les choses. Voilà, puis c'est toujours intéressant, nous, pour avoir fait des sensibilisations un peu plus en ville ou un peu plus dans les milieux ruraux, on n'a pas du tout les mêmes, voilà, des endroits ça va un peu plus fumer, beaucoup moins boire, d'autres beaucoup plus boire, sans forcément en plus se rendre compte du fait que c'est des doses énormes. Donc vraiment, ça va toujours être très voilà, participatif et dans l'échange parce que et souvent voilà, si on est plusieurs, toi tu sers pas des doses de voilà. Donc c'est toujours très convivial et ça c'est vraiment sympa et au moins on est au proche des salariés voilà, en essayant de faire passer des messages de prévention. Parfait. Donc Monsieur Michaud qui est l'organisateur de cette journée. Hein. Voilà, nous dit merci, c'est très clair et pratique, merci. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, voilà. Ça dépend comment vous fonctionnez. Ça dépend, oui, du budget parce que c'est souvent des choses. Je ne sais pas si c'est complètement gratuit ou pas. Enfin, voilà. Ça dépend de plein de choses. Après, effectivement, à vous de voir. Ouais. Oui, je pense. Ouais, je me doute que c'est normal. C'est des associations, donc souvent, c'est comme ça qu'ils vivent. Hein, donc, bon, écoutez. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, on peut aussi vous donner des réponses via Internet. Alors, je ne sais pas s'il est prévu qu'on puisse encore recueillir des questions derrière. Voilà, donc désolée pour la réponse par rapport aux infirmiers, notamment d'entreprise. Voilà, on ne sait pas trop, il faudrait que vous recherchiez parce qu'on voilà. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci à vous, en espérant que ça vous a plu et que tout a été clair. Hein, voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.